Hello les amis, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau livre. Il s'agit d'un livre sur l'immobilier d'une personne qui s'appelle Michael Zonta. Et le livre s'appelle Vive l'immobilier et vive la rente. Alors c'est un livre que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Alors cette personne, j'en ai entendu parler pour la première fois lors d'une vidéo que j'ai regardée qui était liée à une conférence qui avait été faite il y a quelques années avant. Et j'ai trouvé très intéressant ce qu'il a raconté et tout, sur comment il a fait pour devenir riche en fait dans l'immobilier. Et donc on parlait un petit peu, hein, parce que bon, ce qu'il fait, c'est en fait vraiment c'est vraiment bien fait. Alors, on voit des trucs qui sont réellement classiques. N'importe qui a déjà intéressé à l'immobilier connaît déjà certaines des choses, mais il y a d'autres choses que j'avais pas vraiment en tête, en tout cas pas en ce moment. Et ce qu'il a dit qui m'a vraiment surpris, c'est que lui, il fait carrément des différés jusqu'à hauteur de 3 ans. C'est-à-dire qu'il ne va pas payer le crédit à la banque avant 3 ans. Et c'est effectivement un super moyen d'avoir une grosse trésorerie, bien sûr. Après, il faut aussi arriver à donner des bonnes raisons à la banque de faire ça. Mais si vous arrivez à faire ça, ça augmente vachement votre trésorerie avant de commencer à payer. En fait, c'est vraiment excellent comme idée. Euh, le reste, c'est assez classique, hein. Vous mettez le plus long possible, hein. Donc, vu que là, le but, c'est l'investissement immobilier dans le sens de rentrer du cash flow, d'avoir des rentes, pas de jouer au marchand de biens, hein. Bon, les histoires de marchand de biens, même s'il ne faut pas rentrer dans cette case, ça peut être aussi intéressant si on a besoin de plus-value, mais là, le but, c'est surtout voilà, la rente tous les mois, hein. Donc, on va commencer. Alors d'abord j'ai noté, donc la préface elle a été faite par Cédric Yannisset, donc c'est quelqu'un d'assez connu en France pour n'importe qui s'intéresse à l'argent, a dû en entendre parler. Par contre c'est clair que Michael Zantap, tout le monde ne le connaît pas forcément, hein. Sa chaîne elle n'est pas aussi connue, mais c'est quelqu'un, j'ai trouvé comme dit, de très intéressant. Alors, donc là, la première note que j'ai notée, c'était en rapport donc avec la préface. Alors la seule chose qui a été mise, c'est ce que j'ai noté, c'était lié à la persévérance, hein. Des biens que vous allez visiter qui ne vont pas aboutir, des compromis que vous allez signer et qui ne vont pas aller jusqu'au bout. Vous allez en avoir beaucoup sur votre chemin en tant qu'investisseur et ils ne doivent pas vous empêcher d'avancer. Donc ce qu'il a mis là en avant, c'est qu'il ne faut pas abandonner pour autant si la chose n'est pas allée jusqu'au bout. Et apparemment, entre Cédric et Michael, ils ne sont pas allés. Le premier projet qu'ils ont essayé de faire ensemble, ça n'a pas marché. Et pourtant, ils ont quand même continué de travailler par la suite ensemble. Et ça a donné de très bons partenaires en fait entre eux par la suite. Donc là, on est à l'introduction. Aujourd'hui, vous pouvez choisir de vivre de vos rentes ou de votre activité. Aujourd'hui, vous pouvez choisir d'être rentier ou entrepreneur. Je suis l'exemple vivant puisque moi-même, j'ai choisi d'être les deux. Alors que mon patrimoine immobilier dépasse les 3 millions d'euros et que mes revenus locatifs mensuels sont supérieurs à 20 000 euros, je suis plus que jamais un entrepreneur passionné. Je ne lâcherai pas ma fonction de dirigeant du groupe investissement locatif, le groupe d'entreprise que j'ai fondé il y a 7 ans pour rien au monde. Bon, ça c'est classique, il n'y a rien de surprenant. Un gars qui a réussi dans l'entrepreneuriat, il ne va jamais lâcher, revenir dans un système salarial, hein. Personne ne le fait et c'est effectivement un choix. C'est un choix de devenir investisseur ou pas, d'être entrepreneur ou pas, d'être salarié ou pas. Tout ça, ce sont des choix. Et bien sûr, vous avez les conséquences derrière selon vos choix. Si vous regardez ce genre de vidéo, c'est que vous ne voulez pas être donc dans cette case d'être salarié et de bosser pendant 40 ans pour après avoir une soi-disant retraite que vous n'aurez pas forcément. Et c'est pour ça que je pense que vous regardez ce genre de vidéos, que vous cherchez à vous intéresser à l'immobilier, etc. Parce qu'effectivement, l'immobilier, c'est un très 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 bon moyen d'avoir des rentes. Et ça, je peux vous garantir que oui, ça marche. Ah, après, il faut effectivement persévérer. C'est pas toujours aussi simple, comme ça a été dit. Des fois, vous allez voir des tonnes de biens avant que ça marche, avant de faire une offre. Vous allez avoir des problèmes
avec des compromis. Des fois, c'est même vous-même qui allez vouloir revenir en arrière quand vous avez signé un compromis pour une raison ou pour une autre. Moi-même, j'ai fait ça à cause d'un bien qui n'allait pas finalement, où j'étais allé trop vite. Et après, je suis revenu en arrière, quoi. J'ai voulu revenir en arrière, donc après j'ai fait ce qu'il fallait pour avoir un refus bancaire, et puis après j'ai pu donner ma justification et me libérer du compromis, quoi. Donc on va continuer parce que bon, le but c'est pas parler ce que moi j'avais fait, on va parler du livre pour voir qu'est-ce qu'il a vraiment intéressant. Chercher qu'est-ce qu'il avait vraiment. En réalité, il existe seulement 3 voies d'accès à la liberté financière. Alors selon lui, il y a 3 voies. La chance, hériter ou gagner au loto. On pourrait dire aussi gagner au casino peut-être, hein. Bon, c'est pas vraiment le truc sur quoi il faut compter. Parce que si on attend sur l'héritage, clairement, généralement, on est déjà assez vieux, hein. Gagner au loto, pareil, il n'y a pas beaucoup de chance, hein. Gagner en entrepreneur non plus. L'entrepreneur crée une entreprise puis la revend des millions d'euros. L'investissement, investir dans l'immobilier. Alors ça, c'est quelque chose de classique, hein. Créer une entreprise puis la revendre des millions d'euros, c'est effectivement un très bon moyen de gagner énormément d'argent rapidement. Mais bon, après, c'est aussi perdre, selon moi, un de ses actifs. D'ailleurs, vous pouvez faire la même chose avec l'immobilier, hein. Vous pouvez acheter des immobiliers et après revendre. Vous devenez après marchand de biens. Si vous en faites trop, si vous en faites pas trop, hein, des bidouilles pour pas être dans la case marchand de biens et pour exonérer complètement l'impôt en jouant sur la RP, sur la résidence principale. Mais ce sont des très bons moyens d'empocher des grosses plus-values et donc de pouvoir après reprendre cette plus-value et de la réinvestir. En fait, vous pouvez la réinvestir dans l'immobilier autre ou la garder sur votre compte en vente, c'est même mieux à cause du tri. Et voilà quoi. Et sinon, l'immobilier, effectivement, c'est un autre moyen. Investir dans l'immobilier, un très bon moyen de gagner de l'argent. Mais moi, là, l'immobilier, moi, je vois plus quand même. C'est pas la plus-value que je cherche dans l'immobilier, mais plutôt la rente. Et c'est exactement ce que lui, il fait. Il a cherché la rente et il a créé une entreprise à côté. Donc il fait les deux, il est entrepreneur et investisseur. C'est d'ailleurs le cas de la majorité des gens qui sont riches, ils font les deux, quoi. Et ça ne veut pas dire qu'ils spécialisent forcément dans l'immobilier, c'est le cas de lui. Mais généralement, les types, ils font les deux. Ils vont faire des investissements immobiliers et ils vont avoir une entreprise. De toute façon, il faut une entreprise parce que sans entreprise, vous n'avez pas d'accélérateur qui vous permet d'avoir des capitaux et vous avez plus de mal à emprunter pour acheter dans l'immobilier si vous n'avez pas assez de fonds. C'est d'ailleurs le même problème en bourse, hein. Si vous voulez investir en bourse, certains vous disent ouais, gagner des dividendes et tout, mais les dividendes, vous allez avoir quand assez de dividendes simplement pour avoir 2000 euros par mois, hein. Je peux vous dire que pour avoir ça, il vous faut 300 000 euros minimum en bourse. Et comment vous faites pour avoir 300 000 euros? Si vous mettez 100 euros par mois, vous êtes à la fin de votre vie, vous allez seulement pouvoir avoir 2000 euros par mois, c'est pas le but, quoi. C'est pour ça qu'il faut avoir une entreprise qui marche pour gagner beaucoup d'argent. Par contre, si vous voulez avoir des rentes rapides, il y a l'immobilier effectivement qui marche parce que vous pouvez acheter par exemple des immeubles de rapport et avoir après du cash flow de 500 euros tous les mois qui tombent. Parce que quand vous achetez en gros des immeubles de rapport, vous achetez donc en gros plusieurs appartements au lieu d'un seul. Et ça vous coûte moins cher, etc. Et à la fin, vous arrivez à gagner plus dessus. Bien sûr, c'est pas la seule méthode, c'est pas le but non plus de cette vidéo. Mais disons, avec l'immobilier, vous pouvez avoir quand même du gros argent tous les mois, ce qui ne sera pas le cas en utilisant la tactique des dividendes en bourse. Ni d'ailleurs les ETF, hein. En résumé, donc j'ai noté le résumé du chapitre. Il vaut mieux être le premier de son village que le second à Rome. C'est encore plus vrai dans le monde des affaires et dans le monde de l'immobilier. Il vaut mieux bien maîtriser un petit marché de niche que d'être mauvais dans un marché généraliste. Alors ce qui était bien, quand il a dit être le premier du village que le second à Rome. Ça, il faut savoir qu'il a sorti ça et c'est quelque chose qui m'avait bien plu. Il l'a dit dans le livre, il l'a dit dans sa conférence, il me semble. C'est au niveau des banquiers, il vaut mieux être le premier, le meilleur client de la banque. Alors, il vaut mieux aller à une toute petite banque dans un petit coin paumé que d'aller dans une grosse banque, genre à Paris ou autre. Et c'est beaucoup plus simple d'être le meilleur client et alors vous avez plus de facilité du coup à avoir vos prêts pour continuer à acheter votre immobilier. Surtout si la personne elle a le pouvoir de dire ok, vous nous accorde le prêt ou pas, si elle n'est pas obligée de passer en commission. Quand elle passe en commission c'est beaucoup plus compliqué, mais quand elle peut le faire en direct, il faut savoir qu'il y a certainement qui le fait. Alors, je ne vais pas vous le dire comme ça, mais je peux vous dire qu'il y en a certains qui le font. Elle va vous dire ok, bon,
elle vous accorde le prêt, et c'est ce qui est arrivé pour lui. Et là, il a pu acheter plein d'immobiliers d'affilée, et très rapidement, il est devenu très riche, relativement rapidement, en quelques années. Je dis pas qu'il est devenu hyper riche grâce à l'immobilier. Comme dit, vous, sur un immeuble de rapport, vous faites à peu près 500 euros de cash flow net dans votre poche. Euh, mais ça permet d'avoir une rente très rapidement, et c'est assez passif par la suite si vous déléguez. Mais après, c'est sûr que c'est pas aussi rapide que si vous faites de l'entrepreneuriat sur Internet, vous pourrez gagner largement plus, hein. Bien plus rapidement. Mais par contre, c'est un bon moyen. Voilà, c'est votre but, c'est juste d'avoir votre liberté financière. En immobilier, vous pouvez l'avoir relativement très rapidement. À partir du moment où vous ne faites pas l'erreur que votre bien ne s'auto-finance pas. À partir du moment où votre bien s'auto-finance, la banque pourra continuer de vous suivre. C'est ça surtout le principal problème des gens. Leurs biens ne s'auto-financent pas, ils n'osent pas négocier les biens, alors que quand vous avez les biens qui sont affichés, ils sont généralement beaucoup trop chers. Et s'ils ne sont pas, que vous avez une bonne renta, c'est qu'il y a quelque chose qui cause problème. Des fois, c'est tout bête, hein, vous cherchez pendant le bon, c'est quoi le problème? Parce qu'il est déjà loué, etc. Et puis vous cherchez. Et puis en fait, c'est le nombre de villageois qu'il y a dans la commune qui va pas. Si vous avez 200 personnes dans la commune et qu'en plus ça chute, qu'il y a de moins en moins de personnes au fil des ans, eh bien il y a un problème, c'est hyper risqué. Et donc, pour avoir des biens rentables, faut négocier. Alors, après, j'ai pris le point suivant. Pourtant, le prêt étudiant est une chance, surtout dans mon cas ou dans les cas d'étudiants qui n'utilisent pas pour financer leur étude. Une véritable chance pour le jeune qui veut investir dans l'immobilier et gagner son indépendance. Allez, et cela est lié au facteur temps. En matière d'immobilier, plutôt que vous commencez, plus vite vous pourrez réinvestir et devenir riche. Alors, c'est vrai que lui, ce qu'il a fait, il a utilisé son prêt étudiant pour pouvoir acheter de l'immobilier. C'est assez fort, quoi. Hein, au lieu d'avoir son prêt étudiant et d'acheter plein de choses inutiles, il l'a utilisé dans le but de pouvoir acheter de l'immobilier. Et j'ai trouvé, putain, mais c'est vachement intelligent ça. Alors bien sûr, ça correspond aux jeunes, si vous ne pouvez plus le faire. Mais c'est effectivement bien plus intelligent de prendre votre argent pour l'investir. Et donc si vous avez un crédit étudiant, c'est pareil, c'est de l'argent que vous avez reçu sur le moment, mais vous le prenez pour investir dans l'immobilier. C'est hyper intelligent parce que forcément, vous avez des taux plus intéressants, hein. Même si les taux sont tellement bas aujourd'hui. D'ailleurs, il y a une des erreurs que font beaucoup de gens, c'est qu'ils cherchent à négocier les taux. Il ne faut pas chercher à négocier le taux à la banque. Il faut que votre banquier devienne votre partenaire, que vous puissiez acheter des nouveaux biens tout le temps. Cherchez pas à négocier le prix, laissez courir. Mettez le taux le plus haut dans votre... prenez le taux le plus haut qu'il y a du moment, même un peu plus haut. Et voilà, vous proposez ça à la banque. Parce que c'est eux qui vont vous faire réellement la proposition. Mais dans votre dossier, vous montrez ouais, combien vous allez... que votre bien s'autofinance, etc. N'hésitez pas à mettre le taux haut et pas bas. N'essayez pas de le négocier, le taux. La seule chose qui sont les deux choses principales à négocier, c'est le temps. Faites le plus long possible et le différer. Donc là, j'ai nouveau remis le résumé après. Hein, c'était la magie du prêt étudiant, ouais, d'accord. Il faut chercher une utilisation originale de chaque possibilité qui se présente à vous. Le système bancaire peut vous prêter de l'argent que vous ne remboursez pas immédiatement, mais plus tard et sur plusieurs années. Ce qui a été vrai pour mon prêt étudiant le vaut également pour des prêts immobiliers. Donc là, il dit bien, hein, vous pouvez faire un différé en fait. Hein. Donc je me rappelle plus ce qu'il a dit, mais je vous le dis, ça m'a vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. C'est le différé. Donc là, j'ai mis direct le résumé parce que je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait dans ce chapitre. Le monde merveilleux de la banque d'affaires. Et alors, j'ai juste noté le résumé, je ne sais plus pourquoi. Vous devez vous démarquer de la masse et faire votre propre chemin. Si vous êtes suiveur, vous ne pourrez jamais être le leader. C'est l'immobilier qui rend riche, pas l'inverse. Alors, ici, bon, effectivement, si vous suivez les autres, vous ne pourrez jamais être le leader. C'est logique, le leader, c'est celui qui mène, c'est celui qui prend les décisions. Donc à partir de là, n'importe qui peut devenir en réalité leader. C'est à partir du moment où vous décidez de faire quelque chose, il y a des gens qui vont commencer par vous suivre, hein. Ça, c'est évident. Alors, ce sera peut-être pas forcément énormément, surtout au début. Peut-être que oui, si vous avez la chance et si ce que vous faites est vraiment nettement et vraiment génial et ça plaît à beaucoup de gens, il y a automatiquement plein de gens qui vont vous suivre. Vous devenez automatiquement
un leader. Donc ça, on remarque que ce soit l'immobilier ou autre, eh ben c'est toujours ce genre de point, ça revient. Il faut savoir que les gars qui investissent dans l'immobilier, c'est aussi en quelque sorte des entrepreneurs, ils utilisent les mêmes principes. Hein. Et là, il précise bien que c'est l'immobilier qui rend riche par l'inverse. Effectivement, on peut s'enrichir avec l'immobilier et ce type, c'est vraiment, il l'a prouvé quoi. Donc après, prochain chapitre, il parlait de l'immobilier fabrique des millionnaires. Donc on revient sur ce fait, l'immobilier rend des gens riches. Et donc j'ai juste noté le résumé. Ceux qui ne voient pas rapportent souvent beaucoup plus que ceux qui se voient. Quand vous voyez une réussite, elle est souvent adossée à l'immobilier qui agit comme un véritable accélérateur de réussite financière. Vous ne devez pas travailler pour l'argent, c'est l'argent qui travaille pour vous. Donc, ce qu'on peut noter là-dessus, vous devez voir ce que qu'on ne voit pas au rapport, c'est ce qui va vous rapporter. Là, je pense qu'il faisait référence aux biens immobiliers qui sont complètement abîmés, etc. Et les gens, ils ne voient pas le potentiel de cet immobilier. Mais en général, les biens qui sont complètement cassés, que vous restaurez, c'est souvent là que vous allez pouvoir faire de la rente, que vous allez pouvoir faire des biens qui s'autofinancent. Et c'est aussi là que vous allez pouvoir, en général, faire des belles plus-values si vous faites jouer sur l'histoire de l'ARP. Hein. Donc, est-ce que... quand vous voyez une réussite, elle est souvent adossée à l'immobilier, qui agit comme un véritable accélérateur de réussite financière. Alors c'est vrai que si on analyse, tout entrepreneur en fait a aussi des biens immobiliers, hein, vraiment sans exception. C'est aussi le cas des acteurs. Hein. Il faut savoir que si vous lisez la biographie d'Arnold Schwarzenegger, il s'est enrichi avant de devenir acteur dans l'immobilier, que les autres acteurs, ses amis, que ce soit Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, etc., ils ont tous aussi investi dans l'immobilier. Alors c'est peut-être pas leur spécialité directement, mais ils ont quand même investi dans l'immobilier. Et si vous me trouvez un seul entrepreneur qui n'investit pas dans l'immobilier qui a réussi, les vrais, on ne parle pas des gens, comme on dit, des pseudo-entrepreneurs, ceux-là qui n'ont pas encore réussi, mais on parle de ceux-là qui ont réussi. Vous pouvez être sûr et certain qu'ils ont tous de l'immobilier. Hein. C'est peut-être pas forcément leur spécialité, mais ils en ont tous acheté. Et c'est tout à fait normal. Ensuite, il met en avant, il ne faut pas travailler pour l'argent, mais que l'argent travaille pour soi. Ça, c'est le truc assez classique. C'est toujours les termes repris de Robert Kiyosaki depuis toutes ces années. Tout le monde reprend ces principes. Hein. On ne travaille pas pour l'argent, c'est l'argent qui travaille pour nous. Et avec l'immobilier, c'est tout à fait quelque chose qui est parfaitement faisable. Hein. Reprendre sa liberté financière. Donc là, j'ai aussi noté uniquement le résumé. Vous devez choisir le jour du départ, celui de votre liberté financière, celui qui marquera un tournant dans votre de votre vie. Alors effectivement, ça c'est vrai, si vous décidez d'investir dans l'immobilier et d'avoir des rentes, il va falloir calculer, savoir c'est quoi votre jour de votre départ pour pouvoir faire le plan dans combien de temps vous allez pouvoir être libre. Hein, selon ça, vous allez choisir des stratégies différentes, des tactiques pour pouvoir avoir la rente assez vite qui correspond à votre liberté hein, que vous voulez avoir. Donc moi personnellement, moi ce que j'aime bien en ce moment, c'est cette histoire d'immobilier, d'acheter des immeubles de rapport et en plus de les avoir directement plutôt loués. Pourquoi? Parce que si vous achetez des immeubles de rapport et qu'ils sont directement loués, et ben en fait dès que vous avez acheté un bien, vous pouvez tout de suite enchaîner un autre sans attendre. Après, il y a aussi des désavantages, parce que quand le locataire sort, il faudra bien faire les travaux, remettre au propre, etc. Mais disons, sur le moment, si vous achetez un immobilier qui est déjà loué, vous pouvez tout de suite enchaîner après sans attendre. Et donc, vous pouvez aller bien plus rapidement comme ça que s'il n'est pas déjà loué. En plus, la banque, elle adore ça, parce qu'elle sait déjà combien de revenus vous allez rentrer. C'est plus facile d'obtenir un prêt comme ça. Mais comme dit, il y a aussi des désavantages parce qu'il faudra faire les travaux après, etc. Donc après avoir une enveloppe pour vos travaux, or que sur les moments c'est pas tout de suite fait, c'est pas forcément aussi simple. Et surtout le différé est plus compliqué à faire parce que pour avoir le différé de 2 ans, or que bon, il y a déjà des locataires, vous n'allez pas faire des travaux pendant des mois. Donc pourquoi la banque elle accepte de vous donner un différé de 2 ans et encore moins de 3 ans. 3 ans c'est exceptionnel, vous n'arrivez pas de cette manière-là. Mais il faut quand même chercher à avoir ce différé le plus loin possible
Parce que quand vous avez ça, vous allez pouvoir faire de la trésorerie. Alors bien sûr, vous pouvez vous dire, oui, expliquer à la banque, ouais, mais euh, j'aimerais le différer, ça me permet d'avoir une trésorerie au cas où si un locataire sort, que je puisse couvrir les charges pendant le temps que je trouve un autre locataire, pendant le temps que je fais les travaux, parce que là il faudra bien le faire. Donc vous avez une raison d'obtenir un différé, même si sur le moment tout est loué. Entreprendre et investir offre des possibilités insoupçonnées. Alors ça, effectivement, ça offre des sacrées possibilités. Encore, il faut réussir. C'est possible, hein. Il y a des jeunes qui s'enrichissent, ils n'ont même pas 18 ans, ils ont déjà réussi, ils sont millionnaires. Donc, bon, ce ne sera pas dans l'immobilier par contre. Ça, c'est vrai. Dans l'immobilier, vous n'allez pas devenir millionnaire comme ça aussi rapidement. Ou alors, vous oubliez d'enlever le crédit que vous devez, les crédits que vous devez à la banque. Hein, parce que souvent, moi, j'entends ça. Et pour moi, mon point de vue, non, je regrette. Il faut aussi enlever la somme de crédit que vous avez. Parce que sinon, oui, c'est facile d'être millionnaire. Mais dans l'immobilier, parce que vous achetez quelques biens, vous avez facilement atteint 1 million. Mais il faut aussi enlever le crédit derrière. Hein. Après, si vous êtes marchand de biens, vous faites, selon votre stratégie, vous faites tant et tant de plus-value, bon, vous arrivez très vite à devenir millionnaire. Mais ce ne sera pas en 6 mois, à 1 an, comparé à l'entrepreneuriat où grâce à Internet, vous pouvez arriver à le faire. Il y a des jeunes qui arrivent, c'est assez surprenant. Bon, après, ils ont trouvé quelque chose qui a besoin et qui a vraiment un gros impact. Et voilà, c'est comme ça arrive. Certains, ils n'ont pas autant d'échecs que d'autres. Après, tous les entrepreneurs ont des échecs, ça c'est sûr. Moi le premier. Mais une fois que vous avez trouvé quelque chose qui marche, ben, forcément vous allez décoller, quoi. Osez et vous réussirez. Alors ça c'est vrai, hein. Si vous n'osez pas, si vous ne souhaitez pas votre confort, vous n'allez pas y arriver. Si vous n'osez pas négocier, vous n'allez pas y arriver. Je peux vous dire qu'en négociant, vous pouvez y arriver. Moi, je sais par ma propre expérience personnelle que c'est faisable d'avoir des biens immobiliers qui sont rentables, parce que moi, je l'ai fait, j'ai osé négocier, j'ai même demandé l'acte en main, ce qui faisait encore de l'argent supplémentaire en moins. Il faut savoir, l'acte en main, ça veut dire que les frais de notaire sont payés par le vendeur. Donc, les frais de notaire font tant et tant dessous. Alors, si vous négociez un prix et que vous demandez l'acte en main encore en plus, et que le gars il accepte, vous allez gagner en fait déjà pas mal d'argent et vous pouvez être sûr que vous allez autofinancer votre truc. Et c'est plus facile à financer par la banque quand c'est avec l'acte en main. Point suivant, il ne suffit pas d'avoir un projet rentable ou autofinancé. Il faut aussi convaincre le banquier de vous faire confiance. Et parfois on y arrive sans trop savoir pourquoi ou comment. Alors pour ça, pour les banquiers, n'hésitez pas, ne leur courez pas après. Faut savoir que les banques cherchent automatiquement des gens, des clients comme ça qui veulent, si vous frappez aux bonnes banques, ils cherchent automatiquement des gens qui veulent investir ou alors c'est des RP selon les cas. Faut connaître les banques. Vous le saurez automatiquement à partir du moment où vous allez frapper chaque banque, vous allez savoir quelle banque fonctionne comment. Mais si vous ne la courez pas après, vous allez voir que c'est eux qui vous courent après. C'est assez marrant et intéressant. Au début, nous, on a peur que la banquier ne nous donne pas le prêt, mais en fait, par excellence, vous allez remarquer que c'est eux qui vous courent en fait après. Certains voudront rien savoir de vous. Hein, notamment, je ne vais pas citer les banques, hein, mais disons qu'il y a une banque qui déteste que vous êtes dans différentes banques. Il y a une autre qui est par exemple que pour l'entrepreneuriat ou que pour l'achat de résidence principale, etc. Et ça, forcément, selon ce que vous voulez faire, votre profil, ça va vous empêcher d'avoir votre crédit. Mais c'est pas grave, vous allez dans une autre banque. Vous n'êtes pas obligé d'acheter à tout prix à la banque où vous êtes. Vous pourrez aller dans une autre banque. Et si vous avez trouvé cette bonne banque qui marche, je vous invite carrément même à changer et à mettre tout chez la bonne banque qui vous prête pour qu'il vous reprête après. C'est-à-dire, n'hésitez pas à prendre votre assurance voiture, mettre votre argent chez eux, etc. Vous aurez plus de facilité qui vous redonnent après. Au lieu de faire l'inverse, ah oui, il faut diminuer les coûts et tout. Moi, j'ai fait ça et puis en fait, ça s'avère assez une erreur parce que, au contraire, plus que vous faites plaisir à la banque et qu'il est content, et plus il sera possible qu'il vous prête de nouveau de l'argent. Il faut savoir que le banquier, c'est aussi un être humain. C'est pas quelqu'un, je sais pas, hein, c'est un être humain comme vous et moi. Donc voilà, il cherche la même chose que vous, quoi. Voilà. Et pour ça, vous pouvez lire le livre, j'en ai parlé, L'art du pitch de Oren Klaff. Je crois que je l'ai un peu là. Pour convaincre les banques, négocier, c'est très intéressant. Le livre de L'art du pitch d'Oren Klaff. Hein.
Je trouvais vraiment ça excellent, son histoire de cadre, comment on détruit les cadres. Hein. C'est détruire la personne, mais de manière respectueuse, c'est-à-dire de devenir celui qui mène et non de celui qui court après. Ne cherchez pas à courir après le banquier. Faites en sorte que c'est le banquier qui vous court après. Après, j'ai noté un autre point. Ce n'était ni par hasard, ni de la chance. C'est bien moi qui avais envoyé mon dossier à plus de 200 km de chez moi et c'est bien moi qui avais multiplié les recherches de financement malgré les 20 refus déjà encaissés. Ce n'est pas l'acharnement, c'est une attitude de gagnant, celle que vous devez adopter pour vos propres investissements. Alors là, il est bien clair. Il a eu 20 refus de prêts immobiliers. Il a carrément contacté une banque à 200 km. Mais du coup, il n'est pas allé chez la grosse banque Paris, Lyon ou autre, parce que lui, c'est un investisseur à Paris, mais il est allé chez une petite banque. Et c'est cette petite banque qui lui a accordé le prêt. Souvent, on fait cette erreur, ouais, il faut aller chez le plus gros. Non, non, non. Là, il vaut mieux être le meilleur client, donc aller chez la banque la plus petite. Et ça, c'est un des points qui m'a sorti. J'ai trouvé ça trop fort. Et c'était un point que j'ai bien retenu et qu'il faut retenir. Il faut utiliser ça. Cherchez pas à aller chez les grosses banques, cherchez à aller chez les petites. Le but, c'est d'obtenir votre prêt, que vous puissiez gagner plus d'argent, quoi. Pour reconnaître le charlatan d'un expert, des méthodes simples existent. La première et la plus évidente est de regarder en détail le parcours de la personne qui se présente comme formateur, entre celui qui n'a qu'un seul bien au tableau de chasse et celui qui multiplie les investissements rentables. Le choix est facile à faire, mais attention, parce que c'est souvent compliqué de faire le tri. Alors bon, là, effectivement, il dit de faire le parcours. Suivez la personne qui a déjà fait cela, pas une personne qui n'a pas déjà fait cela. Donc, par exemple, cette personne-là, elle est bien plus intéressante que moi. Hein. C'est pas moi qu'il faudra suivre pour l'investissement immobilier, en tout cas pas au moment où je fais cette vidéo. Hein. Clairement, moi, je m'intéresse beaucoup à ça, j'en fais un peu, mais je ne suis pas l'expert du tout. Or, cette personne-là, c'est vraiment quelqu'un d'intéressant. Et c'est pour ça que j'ai voulu en savoir plus, etc. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui a réussi à investir dans l'immobilier. Et je trouve quelqu'un de très intéressant. Et c'est ce genre de personne qu'il faut suivre. Faites bien attention parce qu'il y en a beaucoup qui essaient de vous vendre, que ce soit dans l'immobilier ou pas, mais ils n'ont pas en réalité réussi dans ces domaines. Donc, ce sont des gens qui vont qui créent de la valeur perçue et non de la valeur réelle. Et vous faites après avoir. Il faut faire quand même gaffe parce que ça existe, parce que toutes les personnes cherchent la même chose. Elles veulent gagner de l'argent pour pouvoir vivre. Et à cause de ça, elles vont, entre guillemets, arnaquer certaines personnes, quoi. Cherchez à vérifier que le gars, il a bien réussi dans les domaines qu'il essaye de vous vendre. Sinon, vous risquez vraiment gros, quoi. Le temps, une prise de conscience. Agir le plus tôt possible permet d'atteindre ses objectifs le plus rapidement possible. Le temps n'attend pas. Les aiguilles de la montre tournent toujours à la même cadence quoi que vous fassiez. Aussi, il vaut mieux utiliser son temps à se former, s'inspirer de bonnes personnes et réussir ses projets immobiliers plutôt que de passer à se faire peur. Donc ça, de toute manière, c'est vrai. Le temps, il avancera toujours. Si que vous agissez ou pas, ça va avancer. Se former, c'est intéressant parce que ça vous permet de gagner énormément de temps. Parce que, voilà, comme dit, le temps, il continue, il continue, il continue. Si vous faites plus d'erreurs, vous perdez tant et tant de temps. Alors que si vous êtes bien formé, vous allez faire moins d'erreurs. Parce que acheter un immobilier, il y en a plein qui l'ont fait. C'est pas si difficile que ça d'acheter un immobilier. Mais la plupart de ces gens-là sont après en train de mettre de l'argent supplémentaire tous les mois. Et après, ils se plaignent, ah oui, bah, mais je peux pas acheter un autre bien immobilier. Ah oui, c'est de la pression, je perds de l'argent et tout. Bah ouais. Le banque, il va pas vous prévenir de ça, il s'en fout. Il va juste voir si vous êtes capable de rembourser. Et à partir du moment où vous êtes capable de rembourser, eh ben, il va vous donner de l'argent. Il va vous prêter l'argent. Et ça, c'est pas correct, mais c'est comme ça. Un banquier est un commerçant, c'est pas votre ami. Hein. Il faut bien savoir, c'est pas votre ami, c'est un commerçant. Mais bien sûr, c'est à vous donc de savoir ce que vous faites et de créer une bonne relation avec lui. Mais il faut bien comprendre, il n'est pas votre ami, c'est pas lui qui va vous dire ce que vous faites, c'est une mauvaise chose. D'ailleurs, souvent, il ne le sait pas. Hein, il faut savoir que la plupart des banquiers, en reste, ce ne sont pas des réels investisseurs immobiliers. Des fois, ils font les mêmes erreurs que vous. Hein. Ils ont acheté l'immobilier, ils payent tous les mois un surplus et ils n'ont pas pu acheter plus d'immobilier. Hein. Ils ne se sont pas formés non plus. Hein. Ce ne sont pas des... Mais dans l'affaire, même si le gars le savait, il ne vous le dira pas. Ou alors il vous le dit en dehors, parce que c'est dans le sens d'un coaching, d'une formation ou autre qui fait à côté. Parce que certains continuent. Il y a des gens qui ont réussi, qui continuent leur travail parce qu'ils aiment ça. Hein. Ils continuent leur travail salarié, ils aiment ça.
et ils font d'autres trucs à côté. Mais techniquement, un commerçant vous dira jamais si ce que vous faites c'est bon ou pas. Hein. Il va pas vous le dire. Il va juste voir si c'est rentable pour lui. Il pensera à lui. C'est comme toute entreprise. Les entreprises pensent avant tout à elles bien avant vous. Alors c'est possible qu'elles sont relativement correctes. Elles cherchent le gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'elles cherchent créer de la valeur réelle. Mais il y en a aussi qui cherchent à créer de la valeur perçue, ce qui est des personnes qui mettront la clé sur la porte par la suite. Après, bien sûr, il y a aussi beaucoup qui mettent la clé sur la porte parce que les gens pensent par défaut ce sont des arnaqueurs et tout, or que c'est pas vrai, quoi. La plupart des gens qui cherchent à entreprendre une entreprise, ils cherchent pas à arnaquer les gens. Ils veulent du long terme, ils savent qu'ils ont besoin des autres. Mais bon, ça dépend des profils, il y a quand même où vous faites avoir. Il faut faire attention. Aujourd'hui, avec les taux pratiqués, vous remboursez bien plus de capital que d'intérêt. C'est ce mécanisme qui fait que vous êtes plus riche en capital au fil des mensualités et que donc le bien vous appartiendra de plus en plus et de mieux en mieux. Alors ça, il faut effectivement s'en rendre compte. Plus vous remboursez au fil des mois, plus le bien vous appartient. C'est-à-dire plus vous allez vous enrichir. Mais au départ, vous avez bien un crédit sous le dos et ce crédit, il faut le rembourser. Donc c'est pas de l'argent. Vous avez ce crédit à soustraire de votre patrimoine. Il ne faut pas dire, ouais, bon, vous avez acheté 4 immeubles à 250 000 euros, vous avez 1 million. Oui, vous avez 1 million d'immobilier, mais il faut aussi enlever le crédit. Mais à fur et à mesure que vous remboursez, en fait, votre patrimoine il devient vraiment de plus en plus gros. Et quand vous avez tout remboursé, les 4 immeubles, là, vous avez bien votre million. Mais ce ne sera pas tout de suite. L'immobilier, comme dit, dans ce sens d'avoir une rente, pour moi, c'est avant tout c'est ça, rentrer du cash flow tous les mois. C'est ça que je trouve vraiment génial avec l'immobilier. Mais c'est pas ça qui va vous donner un patrimoine vraiment net, sans crédit, à gogo. Pour faire ça, il vaut mieux s'intéresser à l'entrepreneuriat. D'ailleurs, quand vous faites jouer au marchand de biens, techniquement, c'est ça, c'est de l'entrepreneuriat. Hein. Je ne vais pas dire, vous achetez un truc, en gros, vous retapez, vous revendez en plusieurs parties, vous faites du commerce, du coup. Vous êtes dans le cadre entrepreneuriat et plus vraiment dans le cadre immobilier, même si c'est dans l'immobilier. Si c'est l'immobilier, on pense plutôt rente. Donc là, c'est ce que vous allez gagner tous les mois. Ensuite, il a mis, prenez une personne de 20 ans qui achète au prix du marché. Elle sera toujours plus riche que celle qui avait acheté la meilleure affaire du monde à 40 ans. Bon là, il explique juste que plutôt vous achetez, monsieur, c'est vrai que si vous achetez à 20 ans, vous avez votre prêt sur 25 ans, à 45 ans, votre bien, il est payé, vous avez ça de patrimoine et vous allez toucher vos rentes pleines tous les mois. Mais bon, après ça, c'est pas personnellement la stratégie de mettre en avant, surtout si vous avez déjà 40 ans. Moi, j'ai pas encore 40 ans, mais quand même, comme ça, il faut bien être conscient que votre truc, il sera seulement plein à partir du moment où vous avez remboursé le crédit complètement et pas dans l'immédiat. Donc, de toute manière, ce qui mettait bien en avant, c'est qu'il faut le faire le plus tôt possible. Mais il ne faut pas faire que l'immobilier. Hein. Il faut faire en fait ce que le gars il a fait. Il a investi dans l'immobilier et en même temps, il a créé son entreprise où il forme d'autres gens, ou plutôt il cherche des biens pour d'autres gens. Donc il a fait les deux. Parce que c'est ça qui donne un autre accélérateur qui est super bon et qui vous permet vraiment d'argent, qui vous permet de vivre tout de suite. Parce que en achetant un immeuble de rapport, vous allez faire 500 euros par mois, c'est bien. Bon, vous pouvez, selon le lieu, vous pouvez combiner aussi les autres tactiques, colocation, location à courte durée, ce qui vous permet d'avoir largement plus, genre de doubler, tripler ses revenus. Bon, après, quand vous faites courte durée, ça vous coûte beaucoup de temps. La colocation, ça vous coûte forcément plus de temps que la location, etc. Bon, vous pouvez déléguer, mais ça diminue. Bon, après, ce qu'il y a dans tout ça, c'est que vous n'allez pas gagner autant de fric qu'avec l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, quand vous commencez à vendre des formations justifiées, bon, ne cherchez pas à créer des formations à vendre ça comme ça avant que vous avez réussi, mais quand vous faites ça, vous gagnez 1000 euros par personne, quoi. Donc dans le mois, c'est pas 500 euros que vous allez faire, mais largement plus d'argent, quoi. C'est pour ça que l'entrepreneur, c'est le meilleur truc de pouvoir vivre le plus rapidement possible, hein, ou de rembourser carrément votre crédit que vous avez mis sur je sais pas combien de temps, quoi. La réactivité, ça va choisir pour réussir. Si attendre le bon moment ne peut être qu'un sage conseil, attendre trop longtemps se relève le principal défaut de l'investisseur débutant. Mais comment ne pas comprendre cette attitude? Alors là, effectivement, il ne faut pas que vous cherchiez le bien parfait. À un moment, il faut savoir vous lancer et vous allez apprendre après de vos erreurs. Hein. Moi, j'en ai fait des erreurs dans ce domaine-là. J'ai voulu aller une fois trop vite
Et je me suis retrouvé avec un bien où les plafonds étaient trop bas. Et les lois, vu qu'ils avaient changé, je pouvais pas faire comme je voulais. Et c'était une erreur. Alors j'ai voulu revenir en arrière. Mais par contre, ça, vous allez jamais le savoir, ce genre de truc débile, si vous n'agissez pas. Hein. Il y a un type qui a une fois raconté, il a acheté un bien, il y avait un problème de toiture. Et il s'est retrouvé à devoir payer une toiture pour 60 000 euros. Il a perdu sur son premier bien. Ok. Mais ça, il l'a seulement su parce qu'il avait agi. Il n'a pas trop attendu, il a agi. Ouais, bon, il a fait une erreur, mais c'est pas le problème. Le truc, c'est que vous allez surtout retenir quand vous allez agir et par votre propre expérience. Quand vous lisez les choses, vous allez peut-être retenir des choses, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont vous sortir de la tête que vous n'allez pas retenir parce que c'est pas votre expérience à vous. Il faut vraiment donc dès le départ agir et souvent et gérer le risque parce que souvent même si vous allez avoir des problèmes comme ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir redresser la barre. Si vous avez fait une erreur, vous allez perdre du temps, mais moins de temps que ce que vous avez attendu. Parce que quand vous avez attendu, vous allez avoir le double. Vous allez le temps d'attente plus le temps des erreurs que vous avez faites qu'il va falloir corriger. Vous perdez beaucoup plus de temps, donc plutôt vous agissez, mieux c'est. Après, vous allez corriger. Ça, c'est mon point de vue à moi. Il faut agir, il ne faut pas attendre indéfiniment, quoi. Bien sûr, il ne faut pas acheter n'importe quoi. Vous n'allez pas acheter un bien à Paris. La rentabilité, elle est quasiment nulle. Cherchez sur Google où sont les régions où vous avez les villes où il y a les meilleures rentabilités, sans chercher de base à négocier. Vous allez trouver les meilleurs endroits où vous allez pouvoir être rentable. Et vous allez acheter là-bas. Ne cherchez pas à acheter à un endroit à côté de chez vous. Et encore moi, comme dit, si c'est une grande ville comme Paris, Bordeaux ou autre, cherchez plutôt à acheter dans des petits endroits. Vous allez avoir des meilleures rentabilités parce que votre but c'est de faire de l'argent. Et en plus, qui vous dit que dans l'avenir vous allez toujours être au même endroit? Il y a des grandes chances que vous ne serez plus au même endroit au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc pourquoi vouloir acheter juste à côté? Ça sert à rien. Achetez là où il y a l'opportunité, la bonne opportunité. Un bien toujours en vente 6 mois après la publication de l'annonce est une bonne affaire. Moins les montants sont importants, plus acheter est difficile, car il y aura plus d'acquéreurs potentiels. Vous devez donc réagir vite et être si possible le premier au rendez-vous. En tout cas, faites tout pour l'être et dites carrément que vous voulez être le premier. Ah, effectivement, il faut agir très vite. Un bon bien qui a été posté en ligne, que personne n'avait pris, il va vite partir. Il faut agir très vite. Lors de... il suffit de connaître les points d'attention à courtois sur les lieux d'une visite pour savoir prendre une décision rapide. Ces points sont les suivants. Le ratio prix-surface, la configuration de l'appartement, le potentiel de reconfiguration. Donc, le ratio prix-surface, attention aussi à faire gaffe, je dirais, aux travaux. Parce que bon, si vous payez pas cher le prix du mètre carré, c'est souvent il y a énormément de travaux à faire. Donc il faut faire gaffe quand même à ça. Mais après, il faut respecter, avoir au moins 25% de moins quand vous avez juste des trucs à réfléchir. Faut toujours savoir que c'est à l'achat que vous faites la bonne affaire, pas après. Hein. Donc la configuration de l'appartement, le potentiel de reconfiguration. Donc comme la configuration, c'est-à-dire de faire attention aux fenêtres, etc. Quand vous voulez faire de la division, la tactique de la division, etc. Faut faire attention à ça. Faut faire gaffe que aussi les biens, si vous avez plein de studios, généralement c'est pas bon. Il y a beaucoup de rotation quand il y a des studios. Est-ce que ces studios ont été faits de manière avec de simples murs qui sont pas porteurs ou ce sont des murs porteurs? Si c'est pas des murs porteurs, est-ce que vous pouvez donc facilement agrandir, recréer un T2, etc. En fait, il faut être imaginatif et il faut savoir donc que ceux qui se louent le plus, c'est généralement les T2, T3. Voire T4, je crois que c'est mieux de couper, de vérifier que vous pouvez couper ça en deux en faisant 2 T2. Les T2 c'est ce qu'il y a de mieux et éviter clairement les studios parce que les studios il y a énormément de rotation. Alors lui il ne le dit pas je crois dans le livre mais bon c'est assez connu, il faut éviter les studios. Ou du moins, vous pouvez acheter par exemple un immeuble de rapport qui a un studio, mais cherchez pas un qui a plein de studios. Si c'en est un seul ça va, mais s'il y en a tout plein, passez direct votre chemin même si le prix est bas, ça va être une plaie pour vous, c'est pas rentable. Il faut viser principalement ce qui est T2. Et voir si vous pouvez changer les choses. Hein, comme dit, moi j'avais fait une expérience avec le toit qui était trop bas. Ça, vous ne pouvez pas le rechanger hein, si le toit il est trop bas. Donc ça, c'est quelque chose à faire attention.
Pour un investissement locatif, l'idéal est de percevoir un peu plus qu'un tiers de salaire médian français, soit 500 euros par mois au minimum. Vous devez comprendre que cela a un coût au départ. Coût des matériaux, exemple, un ballon d'eau chaude égale 2 mois de loyer, peinture au mètre carré, salle de bain, usure d'un appartement restant le même. Donc là, il dit bien sa règle à lui, 500 euros par mois, c'est la même chose que je mets. Si moi, j'achète un bien immeublé, c'est ça que je regarde. Est-ce que je peux faire au minimum 500 euros de cash flow? Hein, mon but à moi, c'est même pas d'être autofinancé ou la rentabilité que je vais regarder dès le départ. C'est je veux au moins 500 euros minimum par mois. Mon but, c'est d'avoir de la rente. Et si je ne reçois pas au moins 500 euros, je vais me dire non, ça va pas. Parce qu'effectivement, il va y avoir des travaux à refaire par la suite. Il va y avoir peut-être des problèmes de locataires. Si vous êtes dans une commune qui est trop petite, avec trop peu d'habitants qui est en chute, il faut éviter ça. Ça va être dur de relouer votre appartement rapidement. Et il vous faudra donc bien une trésorerie pour couvrir le problème si vous décidez de prendre un tel risque. Hein. Ce genre de risque, je pense personnellement, quasiment tout le monde dit non. Tous les investisseurs immobiliers non quand c'est une commune qui chute, etc. Mais je me pose quand même bien la question, si ce truc est déjà loué et que vous arrivez vraiment à casser le prix, donc du coup que vous n'avez pas une renta de 10, mais plutôt une renta de 20 alors que c'est de la location nue. Vous faites une offre pareille et ça passe. Est-ce que c'est vraiment si intéressant, que ça ne vaut vraiment pas la peine de quand même le prendre? Parce que là, votre cash flow par mois, c'est pas du 500 euros. Hein. Est-ce que ça vaut vraiment pas quand même la peine de le prendre, hein, en sachant que bien sûr par la suite vous aurez du mal à le revendre. Bon après vous pouvez revendre l'immeuble de rapport, vous pouvez le revendre à la découpe, hein, bien sûr, en faisant la copropriété, etc. Ce qui vous permet d'augmenter la valeur. Il y a plusieurs moyens comme ça, mais effectivement, c'est un très 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 gros risque si vous cherchez des trucs qui ont moins de 500 habitants, des trucs qui ont à peine 200 habitants et qui en plus en chute. Ça peut être hyper risqué, mais je me demande si ça vaut pas la peine personnellement. Peut-être j'ai tort, peut-être pas, de tenter ça si c'est déjà loué. Si c'est pas loué, c'est pas la peine. Vous allez galérer comme pas possible, ça paraît évident pour avoir un truc plein, mais des fois c'est quand même surprenant. On se dit, il y a quand même une certaine demande. Si l'immeuble est complètement loué, c'est qu'il y avait quand même une certaine demande. Il doit quand même avoir moyen, s'il y en a un qui sort, de remettre un locataire dedans, même si ça peut prendre un peu de temps. De plus, on peut vérifier si les locataires ont l'intention de partir ou pas. Alors, première chose à faire quand c'est déjà loué, c'est de leur demander qu'est-ce qui leur cause problème et de leur rectifier les trucs qui leur causent problème pour qu'ils restent dedans. Hein, il faut vraiment être amical avec les locataires. Il faut leur faire ce qu'ils demandent. Vous faites ce qu'ils leur demandent, ils sont contents, ils vont rester dedans. Là, vous diminuez de nouveau le risque. Hein. Donc, comme dit, voilà, je vous ai donné deux trucs qui marcheraient bien. C'est faites en sorte que les locataires sont contents. Il y a moins de chances qu'ils vont sortir. Et si vous avez vraiment un truc qui est tellement limite que ça, n'hésitez pas à casser le prix beaucoup plus que la normale. Ne cherchez pas forcément à avoir 10% de rentabilité. La plupart des trucs qui veulent à tout prix 10% de rentabilité. On dirait que c'est un chiffre symbolique, un peu comme avoir 1 million de patrimoine ou avoir 10 000 euros par mois. On dirait que c'est des chiffres symboliques, et pourtant vous n'êtes pas obligé d'être fixé sur ça. Si maintenant vous êtes dans un endroit qui est tellement catastrophique que ça, on va dire, risqué que ça, il faut que vous gérez le risque. Donc du coup, c'est pas du 10% que vous allez misser, mais plutôt du 20% de rentabilité. Si le gars vous dit non, le vendeur, bah, tant pis, vous passez votre chemin, vous n'allez pas prendre le risque. Il y a d'autres biens immobiliers, mais sinon, je sais pas. Moi, je pense que peut-être que c'est à tenter, si c'est déjà loué. Alors, je ne l'ai pas fait, je peux pas me dire que c'est une bonne chose. Hein. Mais c'est un truc que je trouve exigeant parce que j'ai trouvé plusieurs trucs comme ça, bien immobiliers qui étaient déjà rentables à 10 et j'avais cherché la raison. Et puis finalement, j'ai compris, ah oui, mais ouais, mais s'il y a que 200 habitants dans la ville et en plus ça chute, c'est vachement risqué. Alors oui, ils ont 10%, 11% de renta, c'est déjà loué et tout, mais c'est quand même vachement risqué. Et là, moi, c'est vraiment le truc qui me chagrine actuellement. C'est si je le fais carrément de viser plutôt du coup une rentabilité de 20%. Est-ce que c'est stupide ou pas? Alors je vous en parlerai si j'ose vraiment faire ça. Alors là, je vous le confirme pas. Hein. C'est une idée qui peut être bonne ou pas. Mais il faut savoir que c'est vraiment risqué et que le mieux c'est quand même de trouver effectivement une ville qui est dynamique, qui est proche des commerces, qui est proche d'un moyen de transport, etc. Hein, et d'avoir votre rentabilité 10. Et c'est parfaitement faisable, ça je vous le garantis.
Là, c'est le mieux à faire. Mais après qu'il est déjà loué, c'est beaucoup plus difficile parce que vous n'êtes pas seul sur le terrain. Il y a plus d'investisseurs qui cherchent ça et il y en a de plus en plus. Hein. Donc, c'est plus compliqué. Et à un moment, on va être obligé de trouver de nouvelles façons de gagner des sous. Et c'est pour ça que je me pose la question là-dessus. Parce que c'est pas facile à trouver. Moi, ça fait un bout de temps que je cherche des biens comme ça qui sont déjà loués dans des villes qui montent, etc. C'est pas si simple. Hein. C'est pas la question de casser le prix pour avoir les 10% de rentabilité. Ça, personnellement, moi, j'ai aucun problème à donner des raisons et je fais mon calcul, je veux mettre 10% et j'ai aucun problème à trouver des raisons de pourquoi je veux qu'il baisse le prix de temps et temps pour avoir ma rentabilité. Après, il refuse, tant pis. Il accepte, ok, ça m'est déjà arrivé. Hein, certains refusent, d'autres ils acceptent. Hein, et l'agent immobilier, il me dit, ouais, mais ça va passer quoi. Donc après, vous pouvez avancer quoi. Mais bon, après, c'est plus difficile à trouver. Pour gagner beaucoup de temps, c'est pour ça que quand vous trouvez un bien comme ça, il faut agir tout de suite. Hein. Faut pas oublier. Hein. Il l'a dit hein, dans le bouquin, quand vous avez un bien, il faut agir le jour même. Faut pas attendre. Quand vous avez un bon bien, comme il a dit, il faut agir tout de suite parce que sinon c'est quelqu'un d'autre qui va le prendre. Pour gagner beaucoup de temps par la suite, une remise à neuf complète au départ est une excellente option. En plus d'être tranquille pendant de nombreuses années, la réalisation de travaux au départ permet de faire financer par la banque, voyant étaler donc la charge de travaux sur 20 ans. Et cela change tout, sans même parler de la fiscalité puisque les travaux passent en charge selon le régime choisi. Donc là, c'est un point qu'il dit, c'est que lui, selon son truc, il faut carrément tout refaire. S'il y avait déjà un bailleur d'eau chaude, même s'il tient, eh ben vous le refaites. Vous remettez tout à neuf et c'est pas bête parce que comme ça vous pouvez avoir l'argent sur le crédit au départ. Après c'est plus compliqué. Et après ça vous évite de venir exprès pour pouvoir changer les choses ou d'appeler l'artisan parce que bon vous n'allez pas le faire vous-même, vous savez pas le faire, moi non plus. Mais il va falloir quand même faire venir un artisan, etc. Entre temps, alors qu'il y a déjà les locataires dedans et tout, c'est le bazar. Il vaut mieux le faire avant. Quand vous décidez de faire des travaux, faites le tout direct, changez tout. Et la banque le financera et ça va vous permettre de défiscaliser hein, selon le régime. Ça, c'est vrai. Ou d'avoir des charges si vous êtes en société, plus vous avez de charges, moins vous payez d'impôts. Hein. Donc il faut réfléchir avant d'agir, en résumé. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Il n'est jamais trop tard pour investir. Ça, c'est vrai. Qu'importe l'âge qu'on a, il faut investir. Alors bien sûr, l'idéal, c'était d'investir le plus tôt possible, mais il faut investir. Qu'importe l'âge qu'on a, il ne faut pas se plaindre. Ah oui, mais j'aurais dû le faire il y a 20 ans. Oui, vous aurez dû le faire à 20 ans, mais si vous n'avez plus 20 ans, vous n'avez pas le choix. Moi, à 20 ans, j'ai pas non plus acheté d'immobilier. Et c'est une erreur ou pas. Bon, moi, je préfère investir dans d'autres trucs. J'aime bien investir dans différents trucs, mais je ne l'ai pas fait dans l'immobilier parce qu'à l'époque, ça ne m'intéressait pas. Mais disons, plutôt vous investissez et mieux c'est quoi. Et quand vous avez un certain âge, il ne faut pas changer, vous êtes obligé d'investir si vous voulez améliorer votre vie. Et surtout, investir, et surtout selon votre âge, le conseil c'est plutôt investir dans la réussite de votre entreprise. Évidemment, parce que le meilleur accélérateur, ça reste quand même l'entreprise. Hein. Pas l'immobilier, mais quand même, voilà, il faut acheter de l'immobilier le plus tôt possible parce que votre crédit va s'étaler sur tant et tant d'années. Hein. Si un jour vous voulez une villa, un château, je sais pas quoi, faut bien investir le plus tôt possible pour après avoir limite revendre tout, vous avez votre vidéo, votre truc, vous êtes tranquille quoi. Donc il faut le faire le plus tôt possible. Vous ne devez pas choisir les biens en fonction de vos goûts personnels, mais en fonction de la demande du marché. Alors là, on revient sur un point essentiel. Il faut qu'on achète selon le besoin, la demande, et pas selon ce qui nous plaît. Ce qui nous plaît, on s'en fout. Ce qui est important, c'est est-ce que ça, les gens, ils en ont besoin à cet endroit-là. Si ils en ont besoin à cet endroit-là, là, vous pouvez foncer. Mais s'ils n'en ont pas besoin, non. Parce que vous n'arrivez pas après à louer. C'est dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Il faut vous concentrer sur le besoin, pas sur vos passions. Vos passions, les gens, ils s'en foutent. Ce qu'il faut faire, c'est le besoin. Et dans chaque catégorie de biens, la plus petite surface possible afin de ne pas acheter les mètres carrés inutiles. Alors ça, c'est quelque chose qui est avec les 6 faces au mètre carré. Ça, c'est très important si pour les gens qui investissent dans Paris. Lui, il investit dans Paris à la base. C'est normal que le moindre mètre carré joue. En dehors, ça joue moins. Je dis bien ça joue moins parce que quand vous faites des travaux,
forcément, si vous avez trop de mètres carrés, ça va vous coûter beaucoup plus cher en travaux. Donc, les mètres carrés, c'est pas la peine de prendre trop de mètres carrés si vous n'allez pas pouvoir louer plus cher. Ça sert à rien. C'est effectivement une chose à prendre en compte. Certains gens, par défaut, ils vont prendre, ouais, le bien, il a plein de mètres carrés, c'est pas cher, je prends, mais ils oublient tous les travaux qu'ils vont avoir derrière et tout. Et finalement, c'est pas si rentable que ça. Ça pourrait même être non rentable. Il faut faire gaffe à ça. Il faut prendre en compte tous les points. Un appartement bien optimisé sera loué au prix du marché locatif d'un studio, d'un 2 pièces ou d'un 3 pièces, si le locataire éprouve un coup de cœur, même si la surface est plus faible qu'un autre de la catégorie. Alors ça c'est vrai, il faut savoir que les gens achètent par émotion et non forcément par la surface la plus grande. Donc il faut bien prendre ça en compte. Hein. Si vous faites une restauration qui est supérieure à un autre, vous pouvez être sûr que c'est vous qui allez vendre et pas le concurrent. Des fois, c'est tout bête. Des fois, il y en a certains, ils rénovent des biens et ils oublient des choses tout bêtes. C'est que vous avez les lampes qui pendouillent. Et ça, c'est assez bête parce que vous pouvez aussi refaire ça proprement. Et si vous faites ça proprement, genre par exemple, vous mettez des petites plantes sur les plafonds là, je sais plus comment on appelle ça, ça fait beaucoup plus propre que s'il y a une petite lampe qui pendouille. Et là, vous avez créé plus de valeur et c'est possible que la personne, c'est même fort probable que la personne achète plutôt votre appartement que celui-là de votre concurrent, or que la surface est plus petite. Pourquoi? Parce que c'est plus joli, c'est plus émotif. Moi, quand je vois ça, les gars qui mettent des appartements rénovés, ils sont tout blancs et il y a la lampe qui pendouille et tout. Et ben, je me dis, merde alors, hein, mais celui-là, il n'a pas tout compris, quoi. Oui, il a compris une partie, il a rénové et tout, le bien, alors qu'il était cassé. Il était en mauvais état, etc. Mais il n'en fait pas assez vis-à-vis des concurrents, quoi. Acheter dans le plus mauvais état possible. Ce genre de bien a l'avantage considérable. Ceux qui les visitent ont du mal à se projeter. Par conséquent, ces biens-là ont du mal à trouver un acquéreur. Et comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, tout refaire dans un apportant de la plomberie à l'électricité a de sérieux avantages. Donc lui, c'est clairement le type qui adore acheter les trucs complètement cassés parce qu'il sait qu'après, il pourra avoir gagné plus de sous. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce point-là. Pourquoi? Parce que plus que vous avez de travaux à faire, et plus vous allez avoir des mois qui passent le temps que les travaux sont à faire. Et c'est ça le problème, et c'est pour ça que moi, je pense que je suis d'avis, j'aime bien acheter, donc comme dit, des immeubles de rapport qui sont déjà loués. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin d'attendre. Je peux racheter après rapidement et faire donc attention que les locataires ne sortent pas tout de suite. Après, vous pouvez mixer les deux. Vous pouvez acheter des biens complètement à rénover et des trucs qui sont déjà loués. Mais il faut bien comprendre qu'un truc qui avec des travaux à faire et beaucoup de travaux à faire, vous n'allez pas pouvoir le louer avant que les travaux sont finis. Il faut au moins finir un premier appartement avant de pouvoir louer. Donc c'est ça le problème en faisant un maximum de travaux. Donc moi je trouve que, attention, vous pouvez faire un peu. Moi je suis pour ce truc-là, faire les deux. Des trucs déjà loués et des trucs à refaire complètement. Pourquoi? Parce que quand c'est complètement à refaire, le problème c'est le temps qui passe. Le temps des travaux. Vous n'allez pas rentrer de fond. Ensuite, point suivant que j'ai mis, les types de vente sont aussi à prendre en compte. Pour un bien relevant d'une succession, par exemple, les héritiers paient beaucoup moins d'impôts. Par conséquent, ils sont souvent plus pressés de vendre et enclins à faire un effort sur le prix. Pour ce genre de vente, il faut savoir que ce sont souvent les notaires qui adressent leurs clients à certaines agences immobilières. Alors ça, je peux vous dire que l'histoire des héritiers, des successions, ce sont les meilleures affaires possibles. Hein. Même si au départ, le prix est haut, vous pouvez être sûr que vous négociez très facilement et que vous pouvez avoir la bonne affaire très facilement. Les successions, c'est ceux qui marchent le mieux. Moi, je l'ai fait, c'est passé. Je peux vous garantir que la succession, ça fonctionne. Ça, c'est le genre de truc qu'il faut savoir. Connaître le profil du vendeur, c'est très important pour savoir si vous êtes en train de perdre votre temps ou pas. Mais si on vous dit c'est un héritage, alors là, vous savez, c'est jackpot. Hein. La fidélité est mère du succès. C'est en fidélisant des agences immobilières que les investisseurs les plus chevronnés se constituent un réseau solide et réussissent. Ils accèdent aux opportunités avant même qu'elles soient sur le marché. C'est ce qui s'appelle le off-market. Alors ça, c'est effectivement vrai. Comme le banquier, vous devez l'avoir comme partenaire, l'agent immobilier aussi. Parce que pour lui, l'agent immobilier, s'il doit commencer à mettre tout sur les annonces
sur les différents sites, se loger, le bon coin, etc. Ça lui fait perdre beaucoup de temps. C'est plus rapide. Hop, il prend le téléphone, il appelle. Ah oui, j'ai ce bien immobilier. Et ben, vous allez passer avant. C'est beaucoup plus rentable. Donc, cherchez à créer une bonne relation avec les agents immobiliers. C'est intéressant pour avoir les bonnes affaires. Vous ne pouvez pas le faire au départ. Mais par la suite, oui. Si vous avez déjà acheté un premier bien immobilier avec cet agent immobilier, c'est aussi ce que vous voulez, c'est possible qu'il vous rappelle. Et s'il ne vous rappelle pas, courez-lui un petit peu après. Ah, bah, appelez, lui demandez, vous avez des biens immobiliers pour moi, pour qu'il pense un peu à vous. Et c'est lui qui va vous rappeler par la suite, parce que son but, c'est plus vite il vend l'immobilier, plus vite il a sa commission. Pour lui, c'est bon. Alors que être plein d'annonces sur le bon coin, etc., ça lui fait perdre de temps et il ne gagne pas sa commission. Lui, il veut le vendre le plus rapidement possible. Donc, créer une bonne relation avec l'agent immobilier. C'est très important. Pareil, le banquier, votre notaire, etc. Il faut créer une équipe et pas juste faire un one shot. Pareil, pour les artisans avec qui vous travaillez, il faut être correct avec eux. Sinon, vous courez tout le temps après un autre artisan, ça va être la galère, quoi. Ça ira bien mieux de créer de bonnes relations avec eux et c'est possible qu'ils vous font des remises, hein, les artisans, quand vous travaillez souvent avec eux. En tout cas, vous pouvez faire la demande parce que vous êtes bon client, quoi. Réactivité ou impatience. Dans un marché tendu ou non, la réactivité prime toujours. Non seulement vous concluez l'affaire, mais en plus vous marquez des points auprès de l'agent immobilier et vous le fidélisez. Ça, c'est ce que j'ai dit, hein. Quand vous concluez l'affaire rapidement avec l'agent immobilier, vous allez marquer des points, il va s'intéresser à vous parce que son but, lui, c'est de vendre le plus rapidement possible. Par contre, si vous lui faites perdre son temps, forcément, il va plus penser à vous et c'est normal. C'est ce que j'avais dit. Alors, comme quoi, hein, je suis pas si nul que ça, hein, dans ce que je dis. Alors, j'ai pas raison surtout. Je suis pas un expert immobilier comparé à lui, hein. Attention, hein, si vous devez suivre quelqu'un sur l'immobilier, ce genre de personne, vaut mieux suivre de loin, hein. C'est pas moi qui est. Tiens, c'est bizarre, j'arrive pas. C'est pas moi qui est l'expert là-dedans. Je suis pas expert là-dedans, mais j'investis dedans parce que c'est important d'investir dans l'immobilier. Il faut le faire. Les 4 critères auxquels doit répondre l'achat. Voici les 4 critères que le bien doit être une affiche pratique pour vos visites. La position dans la ville doit être attractive. Le bien doit être vétuste, mais avec une structure saine. Il s'agit de vérifier que la structure du bâtiment est saine. Donc éviter l'humidité, les moisissures, les fissures ou les affaissements. Bon, ça, c'est les trucs classiques qui coûtent effectivement très cher. Attention aussi aux toitures. Quand vous achetez, si vous intéressez à l'immobilier de rapport, il faut faire attention à la toiture, ça coûte très cher. Il faut aussi faire attention que tout est à l'égout. Ce genre de trucs, c'est des points très importants. L'électricité, normalement, bon maintenant, à ce qui paraît, ça a changé à cause de l'élan, mais si vous devez complètement refaire la colonne d'électricité de l'immeuble, ça coûte très cher, hein. Donc il faut faire attention à ce genre de trucs. Faire attention qu'il y a les compteurs, ils sont chacun séparés dans chaque appartement. Tous ces genres de trucs, c'est important. Alors lui, il achète à Paris, il achète donc plutôt des appartements, quoiqu'il a aussi acheté des immeubles de rapport par la suite, mais c'est pas directement dans Paris, c'est plutôt en Ile-de-France, je crois qu'il a fait des trucs comme ça. Vous pouvez aussi, son bouquin, il a une chaîne YouTube, hein, avec son associé, vous pouvez aussi voir sa chaîne, il explique pas mal de choses, c'est vraiment très intéressant. Alors c'est pas le type qui est le plus vendeur dans un sens, mais ça se voit, il a énormément de connaissances, c'est vachement intéressant de l'écouter, mais c'est clair que c'est pas la personne qui est, comment dire, c'est pas la personne amusante, hein. C'est une personne qui est on va dire dans un sens assez sérieux, et au lieu d'être sur le truc joué, s'amuser, on va dire, mais il a énormément de connaissances et c'est quelqu'un qui a réussi, donc c'est quelqu'un qu'on peut suivre. Il a réussi dans l'immobilier, donc vous pouvez suivre ce qu'il fait. Vous pouvez le contacter pour qu'il cherche un bien à votre place, vu qu'il fait, comme dit, il a une autre entreprise et c'est ce qu'on appelle des chasseurs, ils cherchent des apparts pour vous. Donc si vous n'avez pas le temps de chercher des appartements, lui il peut le faire et son associé à votre place. Parce qu'effectivement, il n'y a pas que les agents immobiliers. Et là, la différence, c'est que eux, ils vont vraiment chercher selon ce que vous avez demandé. Ils vont faire la négociation pour vous, etc. Et vous allez avoir la renta que vous allez demander à l'endroit que vous voulez, etc. Si vous donnez tous les critères, vous avez la bonne vision, eux, ils vont trouver pour vous.
Les campagnes françaises ont malheureusement tendance à se vider et cela peut être dramatique pour votre projet. Par exemple, dans un immeuble situé à 1 heure de route d'une ville de moins de 10 000 habitants, la demande locative risque de ne pas être assez forte pour créer un investissement rentable et pérenne dans la durée. En revanche, dans une grande ville, la situation est toute différente. Donc là, on revient sur ce fameux problème de campagne, de nombre d'habitants. En plus, lui, il parle déjà de 10 000 habitants. Hein. Alors, 10 000 habitants, je sais que beaucoup le font. Investir dans des immeubles de rapport avec 10 000 habitants, voire 5 000 habitants. Donc ça marche. Ça, apparemment, ça marche bien. Maintenant, par contre, moi, ma question, c'est est-ce que c'est à marcher? C'est pour ça que j'ai dit, il y a ça qui risque quand c'est moins de 500 habitants, 200 habitants. Mais pourtant, quand... Moi, ce que je vois, mais quand le gars, il arrive quand même à vendre le bien, il est complètement loué, il cherche à le vendre. La question est, c'est comme dit, c'est est-ce que ça vaut quand même pas la peine de prendre peut-être un risque. Alors bien sûr, il ne faudrait pas acheter plusieurs biens immobiliers comme ça ce serait suicidaire, et surtout si c'est au même endroit. Mais pourquoi pas, dans une diversification de patrimoine, est-ce que c'est vraiment si nul que ça? Parce que si c'est déjà loué, vous allez toucher vos loyers tout de suite. Et si en plus vous avez un différé sur le crédit, ben vous touchez vos loyers pleins. Je suis pas sûr que c'est si truc que ça, mais il faudra être conscient que à partir d'un moment où il y a un locataire qui sort, ça va être sûrement largement plus difficile de trouver un nouveau locataire. Donc il faut vraiment avoir une trésorerie à côté pour couvrir ça, parce que ça va être sûrement un petit souci. De toute manière, d'un autre côté, vous allez faire des travaux pour remettre l'appartement à neuf, donc vous pouvez chercher tout de suite un locataire dès le départ, en même temps que vous faisiez les travaux, qui dureront de toute manière au moins 3 mois. Mais il y a ce risque-là et aussi ce risque-là à la revente. Et puis moi j'ai pensé, ouais bon, vu que c'est un immeuble de rapport, on peut très bien créer une copropriété et revendre les parties à fur et à mesure. Du coup, on risque pas d'avoir, vous diminuez le risque de la moins-value, d'avoir bien une plus-value, surtout si vous avez diminué le bien de moins 50%. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une renta de 10%, chercher à avoir une renta de 20%. Je pense que ça pourrait marcher, mais je garantis pas. Mais c'est quelque chose personnellement qui me chagrine malgré tout, parce que c'est quand même nettement plus difficile d'avoir, même pour actuellement, je peux vous dire, même pour 5000 habitants, 10 000 habitants, vous cherchez un immeuble de rapport déjà loué, c'est pas si simple que ça. Ah, vous n'êtes pas le seul qui cherche à le faire, il y en a de plus en plus. Hein. La majorité des gens qui veulent faire de l'investissement locatif ne veulent pas faire de travaux. Ils pensent ainsi qu'ils seront plus malins que les autres et vont économiser des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Alors ça, c'est encore une chose qui est à discuter. Parce que bon, moi j'en vois quand même énormément qui cherchent à refaire des travaux. D'ailleurs, vu que moi j'ai toujours cherché à être fixé sur l'investissement immobilier, à me renseigner avant de vouloir acheter, ben moi je connais que ça, ils disent tous la même chose, refaire des travaux, remettre à neuf les biens immobiliers. Mais voilà, après je pense qu'il faut revérifier la ville, comment c'est. Vous vérifiez les annonces de ceux qui cherchent à mettre en location. Est-ce qu'ils ont bien remis à neuf leurs biens ou pas? Est-ce que si c'est déjà meublé, est-ce que c'est des vieux meubles ou pas? Et vous allez chercher. En fait, il va falloir étudier la ville et vérifier ce que vos concurrents font et agir en conséquence. Si les gars font que rénover le bien et qu'il est nu et vous faites du meublé, forcément vous avez un avantage. Hein. Et même comme dit, si c'est simplement la petite lampe qui pendouille, vous n'avez pas ça, ça fait déjà une sacrée différence par rapport à l'autre qui va mettre des spots. Si vous mettez des spots sur le plafond, eh ben vous allez forcément être plus intéressant que l'autre, même si votre bien est plus petit. Tous ces trucs, ça joue. Et bien entendu, ouais, si les biens sont jamais rénovés dans la ville, effectivement, là, du coup, refaire un neuf, faire les travaux et tout, c'est plus rentable. Mais je pense que ça dépend. En fait, personnellement, je pense que ça dépend de la ville et je pense qu'il faut quand même diversifier un minimum. Hein, certains vous refaites des travaux, d'autres vous le refaites pas. Faut pas trop diversifier, c'est pas bon non plus. Mais il faut pas non plus être trop, je pense, fixé que sur un sens. Pour moi, le problème de refaire les travaux, c'est les mois qui passent sans que vous pouvez racheter un autre bien immobilier. Quand c'est déjà loué, vous pouvez acheter un deuxième bien immobilier. Donc si vous voulez une tactique, vous rachetez un bien qui est déjà loué et après vous achetez un, vous faites des travaux. Au lieu d'en avoir un, vous en avez deux. Et ça en peu de temps, hein, vous pouvez le faire dès que vous avez la signature du bien ou qui est déjà en location, vous pouvez tout de suite chercher un autre. Et même en même temps, hein, vous pouvez tout de suite chercher un bien en autre parce qu'après les démarches ça prend du temps et tout, ça fait perdre du temps et les travaux donc encore plus. Donc quand vous avez déjà un bien, vous avez fait une prof qui est déjà louée, n'hésitez pas tout de suite à chercher un autre. Les démarches vont être assez longues
Même s'il est accepté, ça mettra du temps, le temps que ça passe à la banque, que ça passe au notaire, etc. Il y a du temps qui passe. Autant tout de suite chercher un autre bien. Vous n'avez pas besoin d'attendre vu que vous savez qu'il n'y a pas de travaux à faire. Les études aussi ont changé. Naître dans une ville, y étudier, y travailler, se marier et y mourir était un vrai au siècle dernier. Aujourd'hui, avec des projets comme Erasmus ou l'ouverture de nouvelles filières universitaires et la multiplication des stages, les étudiants sont amenés à se déplacer très loin de leur ville d'origine. Faire la route avec les immeubles dans le coffre et les valises sur le toit n'est pas une solution pour eux. Alors ça c'est vrai, il y a beaucoup d'étudiants qui ne vont pas rester dans leur ville natale. Mais c'est pas 100% aussi vrai. Hein, moi, j'ai testé, j'ai demandé à des gens, mais pourquoi vous restez dans des villages et tout? Et souvent, la réponse, c'est, ah oui, mais ma copine, elle est dans ce village. Et là, je me suis dit, mais pourquoi sa copine, elle veut être dans ce village à tout prix? Et vous savez, c'est quoi la raison? Bah, c'est simplement la famille. Il faut savoir que oui, effectivement, il y en a beaucoup qui vont partir. Ça, c'est vrai. Mais il y a des gens aussi qui restent dans les petites communes. Alors là, le gars, lui, c'est ce qu'il a vécu clairement. Il est parti de chez lui. Hein. Ce Michael Zanta, il est parti chez lui. C'est normal qu'il a cette vision. Mais il ne prend pas en compte que, attention, il y a des gens qui sont hyper attachés à leur famille, et surtout les filles. Elles veulent rester près de leurs parents. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des gens dans des villages. Hein. Moi, ma belle-sœur, elle est restée dans son village. Elle ne veut pas quitter son village. Parce qu'il y a ses parents. Donc oui, ça c'est seulement une part de la vérité. Et effectivement, un gars qui doit aller autre part, un étudiant, il va pas faire la location nue. Il lui faudra la location meublée. Ça c'est tout à fait vrai. Plus la ville elle est grande, il faudra automatiquement faire un truc meublé. Parce que le gars, quand vous visez le truc étudiant, faire de la colocation, c'est clair qu'il faut que ce soit meublé, quoi. Mais ça dépend de votre stratégie, hein. Ça dépend de ce que vous allez en fait viser. Donc sur ça, de nouveau, je ne suis pas 100% d'accord. Ça dépend, voilà, ce que vous visez. Si c'est clairement pour des étudiants, comme il le met là en avant, pour de la colocation, là c'est clair, il faut que ce soit meublé et il faut aussi que ce soit meublé propre. Parce que sinon, vous avez d'autres concurrents généralement qui le font. Bon, bien sûr, encore une fois, étudier la ville, vérifier les trucs qui sont en location, chercher à voir. Est-ce que tout le monde fait de la location nue ou pas? S'ils font tout le monde de la location meublée, mais est-ce que c'est des vieux meubles ou pas? Et comme ça, vous allez trouver le truc qui va vous donner un avantage par rapport à vos concurrents. Parce que ce qui met grosso modo en avant là, quand il dit que ça doit être meublé, c'est créer un avantage par rapport à ses concurrents. Il faut que vous créez un avantage par rapport aux concurrents. Et c'est comme ça que vous allez leur rafler le client. La différence entre un montant de loyer ou nu ou meublé est de 10 à 20% du montant du loyer, à la faveur du meublé. Donc ça, c'est tout à fait logique. Si vous meublez, vous allez forcément augmenter le loyer et gagner plus. Encore heureux, vous avez payé tous les meubles, ça coûte quand même un peu de sous. Donc, surtout si vous engagez la décoratrice et tout, pour pouvoir faire quelque chose de plus beau que les autres, c'est important. Ça vous coûte des sous. Les photos, c'est pareil. Quand vous faites des photos professionnelles, ça vous coûte. Mais d'un autre côté, ça a un avantage, c'est que vous allez louer plus facilement, surtout quand la concurrence est rude. Il faut savoir que ça joue. Hein. Les photos, on le regarde tout ça, les photos, une belle photo et tout. Et ça fait plus facilement vendre votre truc. Hein. C'est comme la couverture d'un livre. Le gars qui a une couverture d'un livre qui est propre, il vendra plus facilement son livre, même s'il est moins intéressant. Là, le livre, comme ça, vous trouvez vraiment que cette jaquette est vendeur. Il se met lui en avant, le truc qui est complètement rouge. Croyez-moi, je ne connaîtrais pas le type. J'aurais pas entendu parler du type. Il y a grande chance que si je vois un autre livre sur l'immobilier et la rente, que j'aurais pris peut-être cette autre personne sous prétexte que sa couverture est plus jolie. Et pourtant, la valeur qu'il donne dans le livre est moins intéressante que celle que lui donne. Mais uniquement à cause de la couverture. C'est con, mais c'est vrai, quoi. L'offre écrite. Maintenant, vous avez tous les critères pour choisir un bien. Vous l'avez trouvé, alors foncez. Et si vous le pouvez, signez une offre sur papier libre et faites-la contre-signer et tout le suite, même sur un coin de table. Ce papier signé à la main fait peur. Le vendeur se sent engagé envers vous. Alors ouais, effectivement, ça c'est un truc que vous pouvez faire. Bon, maintenant, c'est assez rare quand même que vous êtes face au vendeur. En général, vous avez un agent immobilier ou un notaire, c'est soit l'un soit l'autre. La plupart du temps, c'est rare que
une personne qui vend directement et qu'elle le fait, souvent les gens qui vendent directement, ils ont souvent des problèmes d'ego, ils vont le vendre plus cher qu'au-dessus du marché, etc. Et souvent, c'est pas la peine de perdre du temps avec ces gens-là. En général, c'est plus facile par des agents immobiliers et des notaires. Mais bon, voilà, si vous êtes dans cette situation, effectivement, une offre écrite, ça engage la personne et c'est une chose effectivement à faire. C'est pour ça que j'avais noté ce point-là. Avant la signature de l'acte authentique, une visite à l'appartement s'impose. Vous devez profiter de cette dernière visite du bien pour constater que son état est inchangé. Si les biens contenaient des meubles que vous ne souhaitez pas conserver, vérifiez bien qu'ils sont enlevés. Alors ça, c'est tout à fait juste encore une fois. Après, il n'y a pas que ça. Hein. Il faut visiter l'immeuble avant, enfin le bien immobilier avant la signature de l'acte authentique parce qu'il peut aussi avoir d'autres problèmes. C'est possible que tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est passé, il y avait une fuite qui n'était pas vue et que le plafond il est tombé, quoi. Tout ça, ça joue. Donc il faut bien faire avant la signature de l'acte authentique. Si vous n'avez pas encore les clés, que c'est l'agent immobilier qui l'a, ça ne change rien. Il faut contacter l'agent immobilier, le notaire ou autre, et vérifier avant, une semaine avant, que tout est toujours en règle et s'il y avait des choses dedans que vous ne voulez pas, que ça a été enlevé. En sens inverse, si vous avez négocié que quelque chose devait être dedans, il faut aussi vérifier que ça y est toujours. Hein. Si le gars il avait des seaux de peinture, que des échelles et tout, que vous avez demandé à les garder, et c'est mis dans le compromis, il faut bien qu'ils sont toujours présents. Hein. Il faut vérifier que le gars il n'a pas triché en les enlevant. Hein. En résumé, un investisseur est un commercial qui doit se comporter comme tel. Un investisseur dresse une liste des points à vérifier avant de visiter et d'acheter un bien. Les règles sont différentes selon que vous investissez en nom propre ou en société. Alors ça, effectivement, c'est effectivement tout à fait juste. Hein. Un investisseur, c'est bien un commercial. On revient sur le sens. Moi, j'ai tendance à dire un investisseur, c'est un entrepreneur. Mais c'est pareil, quoi. Au final, c'est toujours les mêmes trucs. C'est les mêmes règles qu'on va appliquer, quoi. Après la checklist, hein, vous vérifiez les différents points quand vous visitez, c'est normal, vous achetez pas n'importe quoi. Et après, selon que vous investissez en nom propre ou en société, c'est effectivement différent. Là, il faut voir la situation de chacun, pourquoi vous investissez plutôt en société qu'en nom propre. Alors, point suivant. Un premier principe de base à respecter absolument est toujours, il vaut mieux être le meilleur client dans une petite banque que le contraire. Effectivement, ça je l'ai dit, c'est un truc que lui m'a appris, que j'ai appris dans son livre, clairement. Vaut mieux être le plus gros client de la petite banque et non d'être dans la plus grande banque et d'être le petit client. Vous obtenez des prêts plus facilement. Moi j'ai tâché d'accélérer parce que ça fait un bout de temps. Le pouvoir de l'effet de levier est le suivant. Vous vous présentez à la banque avec un apport personnel de 20 000 euros. La banque prête 200 000 euros sur une durée de 15 ans. Si le marché a fluctué durant ce temps, ces 200 000 euros sont à vous et vous commencerez à percevoir des rentes locatives. S'il y a une flambée des prix de l'immobilier, comme c'est le cas depuis 30 dernières années, alors vous possédez davantage encore que ces 200 000 euros et toujours des rentes locatives. Alors juste revérifier. Avec un apport personnel de 20 000 euros, la banque vous prête 200 000 euros sur la durée de 15 ans. Si les marchés a fluctué durant ce temps, ces 200 000 euros sont à vous et vous commencerez à percevoir des rentes locatives. S'il y a une flambée des prix de l'immobilier, comme c'est le cas depuis 30 dernières années, alors vous possédez davantage encore que 200 000 euros et toujours la rente locative. Donc là, on voit l'intérêt d'acheter dans l'immobilier. Hein. Il existe deux types différents de remboursement. Le différé total, vous ne remboursez rien, et le différé partiel, vous remboursez seulement les intérêts d'emprunt. Alors ça, effectivement, il faut bien faire attention quand vous demandez un différé, de préciser si c'est partiel ou total. Si votre différé il est partiel, vous allez donc rembourser les intérêts dès le départ. Souvent, il y a des gens qui se sont fait avoir avec ça. Il faut le savoir, il y a deux types de différés. Déléguer tout ce qu'on peut pour ne pas s'épuiser et conseiller. Faire les travaux soi-même n'est pas judicieux. Ça, effectivement, vous aurez des travaux de meilleure qualité si c'est un artisan qui le fait à votre place parce que c'est un professionnel. Ça vous permet généralement de défiscaliser selon votre statut. Et voilà, vous gagnez du temps. Sinon, c'est à vous d'aller là-bas, de faire les travaux, tout. Ça vous fait perdre du temps, c'est pas la peine, quoi. Lors de l'achat d'un immeuble de rapport, le différé de 3 ans, alors plus facile à obtenir, permet d'encaisser facilement 5 000 euros par mois. À la fin du différé de 36 mois, vous aurez donc encaissé 180 000 euros non fiscalisés, car vous avez créé du déficit sur les opérations précédentes. Donc là, effectivement, on voit l'intérêt du différé, comment on peut faire énormément d'argent rapidement, et que c'est plus facile d'avoir un truc carrément de
un différé de 3 ans à partir du moment où il y a plein de travaux à faire sur un immeuble que sur autre chose. Le seul avantage de celui qui rembourse 3 ans plus tôt est que la fin du crédit arrive plus vite, mais avec les différés total de 3 ans, vous gagnerez. Attends, le seul avantage de celui qui rembourse 3 ans plus tôt est que la fin du crédit arrive plus vite. Mais avec le différé total de 3 ans, vous gagnez 172 000 euros sans travailler. C'est ce différé qui permet de gravir une marche. Pensez toujours à votre trésorerie et surtout à comment la reconstituer. Donc ça, c'est effectivement